puis on a le droit d'être à gauche, on a le droit d'être à l'extrême gauche, on a le droit de faire ce qu'on veut, mais se réclamer parce que la faucille et le marteau, c'est pas juste le communisme, c'est le bolchevisme, là, c'est la pire crasse de l'histoire russe, ça se passe à ces moments-là, puis je vais vous en parler un peu, je vous avertis, il y a des affaires là-dedans ça glace le sang, là. Puis c'est pas moi qui délire là, ou qui invente des affaires, là, c'est toutes des informations qui sont vérifiables. Quelques faits brièvement. La révolution russe de l'année de 1917, là, donc ça se termine quelques mois après le début de 1917, mais ça commence bien avant ça. Vous allez voir, je vais y venir tranquillement. Donc, ça instaure un empire qui va durer 74 ans, de 1917 à 1991. Donc, ça existait encore, même quand moi j'étais au monde. Probablement la plupart d'entre vous l'étiez encore, là. Donc, c'est une rupture vraiment radicale avec les structures politiques qui existaient à l'époque. Donc, le système politique, c'était quoi? C'était le tsarisme. Anecdote intéressante, tsar, les tsars qu'il y avait en Russie, c'est une déformation en russe du mot César. Donc, César désignait les empereurs romains, mais l'Empire romain, qui, à un moment donné, occupe l'Europe au complet, on finit par amener des monarques, une monarchie jusque dans le nord de l'Europe, jusqu'en Russie. Et puis ceux qui portent le nom de tsar, c'est des empereurs. Donc c'est l'équivalent de l'Empire romain slave, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces années-là? Ben, premièrement, il y a la guerre, la Première Guerre mondiale, mais avant ça, il y a une série d'événements. On est dans la montée du communisme. Donc, Marx écrit ses patentes vers 1880-1870. Il y a l'utopie socialiste qui plane partout en Europe. L'abolition de la propriété privée, toutes ces patentes-là. Peut-être qu'à un moment donné, je referai quelque chose là-dessus, mais je veux pas que ce soit trop lourd. À un moment donné, ça devient un peu n'importe quoi. Et donc, le tsar à l'époque, c'est Nicolas II. Nicolas II, c'est qui? C'est le fils de Alexandre III, qui lui-même est le fils de Alexandre II. Donc, Alexandre II, lui, qu'est-ce qui se passe? Il est assassiné au début, si je ne me trompe pas, 1880. Dans ces années-là, il est assassiné par un groupe d'extrémistes, dont le frère, ça, c'est ça que vous allez apprendre dans cette affaire-là, c'est que la révolution russe, ce n'est pas qu'une révolution gauche-droite, monarchie, démocratie, machin. Non, non. C'est une guerre de famille. L'assassinat d'Alexandre II, dans ce groupe-là, il y a un gars qui fait partie du groupe. Ce gars-là, c'est qui? C'est le frère de Lénine. Donc, le frère de Lénine, la famille des Oulianov, le vrai nom de Lénine, c'est Vladimir Ilitch Oulianov. Lui a un frère plus vieux qui va être associé à un groupe qui va assassiner le tsar, Alexandre II. Le pouvoir passe au fils, Alexandre III. Et lui-même, il y a une tentative d'assassinat sur lui vers 1887, si je ne me trompe pas, quelques années après la prise de pouvoir. La tentative d'assassinat va être ratée. Il va mourir quelques temps après, mais la tentative d'assassinat est ratée. Le frère de Lénine est au cœur de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Le tsar a été bon jeu. Il a dit, si vous demandez pardon, si vous avouez votre culpabilité, vous allez être pardonné, puis vous allez être envoyé dans un genre de travaux forcés. Là. Il n'y aura pas de mise à mort, il n'y aura pas de camp là, ou ce genre de patente-là. Là. Les gars ont refusé. Le frère de Lénine a été pendu en place publique pour avoir attenté à la vie du tsar. Le jeune Lénine, à l'époque, est marqué par ça. Ça laisse une trace dans son esprit. Puis lui, à quoi il pense? Venger son frère, venger la famille des Oulianov. Donc, le début de la merde, là, ça pogne quand? Ça pogne là, mais ça pogne surtout en 1905. Qu'est-ce qui se passe en 1905? La Russie est en guerre avec le Japon. Donc, quelques années auparavant, le tsar se rend au Japon, parle avec des Japonais là-bas, puis il y a un genre de pseudo-samouraï qui arrive, puis il essaie de l'attaquer avec une épée. À partir de ce moment-là, le tsar va tenir toutes sortes de propos un peu délirants à propos des Japonais, que c'est un genre de sous-race ou des gens inférieurs. La Russie essaie d'envahir le Japon, début 1900. Donc, il y a une guerre entre les deux. Ça va être extrêmement impopulaire. Ça va créer des tensions dans le pays. Effectivement. Mais
la révolution russe, on peut tracer dans le temps plusieurs événements qui arrivent, mais il faut l'avouer, le véritable début de la fin pour les tsars, c'est la guerre de 1914. 1914, l'Allemagne, la France, encore la même histoire. Il y a une guerre qui éclate, la Russie embarque dans la guerre, mais c'est un véritable désastre économique pour la Russie. En 1917, des grèves, des manifestations, on a des pénuries de nourriture dans à peu près tout, la mutinerie d'une partie des militaires qui refusent d'aller au front, la famine qui s'installe. C'est un désastre pour le pays. 1916, il se passe quoi? Les mauvaises langues disent que Nicolas, le tsar, il mène pas grand-chose, que lui, il a hérité du pouvoir. Son père est mort, il avait 49 ans. Donc lui, il a hérité du pouvoir extrêmement jeune, qui gère à sa place un genre de ministre, mais surtout sa femme. Sa femme, sous l'influence de qui? Sous l'influence d'un personnage qu'on connaît à peu près juste parce qu'on essaie de l'empoisonner puis il est jamais mort. C'est Raspoutine. Donc Raspoutine, lui, qu'est-ce qui se passe? En 1916, on finit par réussir à le faire mourir. Et lui, c'était le confident de la femme du tsar. Donc, tous les événements s'enchaînent pour que ça devienne un désastre monumental, pour que finalement, sous la pression de l'état-major, à l'occupation de l'armée, les ministres, le tsar Nicolas II il abdique le 2 mars 1917. Donc, lui, il est démis. Son titre honorifique, c'était... c'est le grand-duc, si vous voulez, et commandant en chef des escadrons de la cavalerie. Tu sais, ça finit plus. Là. C'est un peu comme dans Game of Thrones, le protecteur des royaumes et de mon cul sur la commode. Là. Donc, c'est son frère qui, normalement, devrait lui succéder. Lui aussi, il refuse la couronne, donc la monarchie est abolie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe qu'il y a un gouvernement, entre guillemets, démocratique qui est instauré. On n'est pas encore rendu à Lénine, là. Lénine, lui, si vous voulez savoir ce qui se passe avec, lui, sa famille est traquée parce que les Ulyanov ont essayé de tuer le représentant des Romanov. Donc, c'est une guerre de famille. Là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lénine, il se cache partout. Il va se cacher en Allemagne. À un moment donné, il est en Suisse. À un moment donné, il est en France. À un moment donné, il se fait pogner par la police secrète qui l'envoie dans un camp en Sibérie, les fameux camps. Ça, c'est très drôle parce que sur les images, il n'y a pas de neige. Les images d'archives, il a l'air à faire presque chaud en Sibérie. Ça, c'est un peu bizarre. Donc, lui, il est envoyé là-bas, je pense, pendant 3 ans, et fait très intéressant pour les amoureux de Lénine et de la gauche. Là-bas, on apprend dans le documentaire qu'il y avait un genre de petit esclave de 12 ans qui vidait son pot de chambre, faisait sa toilette, faisait ce qu'il avait à faire, et puis lui, il vivait dans une cage en dessous de l'escalier. Donc, pour les amoureux de Lénine, là, comme d'un défenseur des démunis, là, on repassera. Donc, 1 an plus tard, qu'est-ce qui se passe? On a l'abolition de la démocratie. Donc, il y a un genre de coup d'État qui se passe. Les bolcheviks prennent le pouvoir, donc la gang à Lénine, l'armée rouge. Et le 17 mai 2018, le tsar, un peu comme le roi de France, quand en 1789, ils ont fait la révolution, le roi de France, il l'installe dans des logements quelque part, puis ils disent, regarde, on va te faire signer quand c'est le temps de signer, jusqu'en 1793, 4 ans après, où les maniaques décident de couper la tête du roi pour proclamer l'arrivée de la modernité ou je sais pas quoi. Il se passe la même chose en Russie. Le 17 mai 1918, le tsar, ainsi que toute sa famille, sont exécutés. Donc, sa femme, ses 4 filles, son fils, le médecin de la famille, les domestiques, le cuisinier, toute la gang se font tuer. Donc, c'est qui a pris la décision? C'est Lénine et le bureau politique du nouveau gouvernement. On a 11 victimes au total. Il y a une des filles, là, d'ailleurs, qui veut pas mourir, fait qu'un soldat l'achève à coups de baïonnette. On apprend ça dans les archives, les documents. Alexis, il a 14 ans, le fils, il est assis à côté de son père, puis ils se font fusiller. Après, on amène les corps dans une boîte de troc, puis on a comme objectif de les amener dans une mine désaffectée où on va balancer les corps dans le fond d'un puits, après avoir évidemment volé les bijoux, les montres, les machins. Finalement, la camionnette, le truck reste pris dans la boîte, puis on balance les corps dans une coulée auquel on met le feu.
Ça, c'est la révolution prolétarienne, l'amour des pauvres, etc. Écoutez, honnêtement, là, moi, je voyais les images, là, ça glace le sang. Là. Des gens-là, c'est des meurtriers. La dictature commence. C'est la fraction radicale du Parti ouvrier sous contrôle de Lénine qui prend le contrôle de l'État. Les bolcheviks qu'on connaît et les mencheviks, qui est l'autre gang qu'on connaît pas vraiment, eux, c'est ceux qui voulaient un genre de... Tu sais, ils voulaient que ce soit communisme un peu moins rough, un peu plus cool, là. Mais les bolcheviks, eux, c'est la frange radicale, là. Comme dans toute patente, hein, c'est toujours les radicaux qui s'emparent d'une cause qui finissent par scraper toute la patente. Donc, pendant des semaines, l'armée rouge, donc l'armée des bolcheviks, affronte l'armée blanche. L'armée blanche, c'est qui? C'est ceux qui veulent qu'on restaure, qu'on préserve la monarchie, les tsars, dans des combats sanguinaires. Le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est l'effondrement complet de l'économie russe et la famine. Donc, dans l'histoire de l'URSS, dans les 74 ans de l'URSS, il y a eu 3 grosses famines. La première, c'est celle de 1921-1922, suite à toute cette merde-là. Il y a 20 millions de personnes qui vont être dénutries. 1 million de personnes vont en mourir des causes directes de le manque de nourriture. La cause de ça, les experts disent que c'est la désorganisation de la production agricole. Donc, parce que qu'est-ce qui se passe? Les bolcheviks arrivent, on réquisitionne les terres. Réquisitionner, c'est un mot gouvernemental pour dire voler. Donc, quand un gouvernement réquisitionne quelque part, c'est quelque chose, c'est qu'il vole. Donc, imaginez-vous, vous avez une terre, vous êtes à Cap-Rouge ou je sais pas quoi, vous cultivez de l'ail ou whatever. Le gouvernement arrive, dit ça, c'est à nous autres. Tu vas travailler dessus. Tu vas nous donner le produit de la terre. Puis, dorénavant, c'est de même que ça marche. Donc, de plus en plus, le système devient complètement détraqué. Et la doctrine économique du Parti ouvrier, je l'ai mis parce que c'est presque surréaliste, là. On dit qu'on devait approvisionner en priorité les villes, quitte à affamer les campagnes, que la propagande qualifiait les campagnes d'arriérées et illettrées et superstitieuses, c'est-à-dire croyantes. Et il y avait des outils rudimentaires, là, donc non mécanisés. Fait que c'est des gens un peu attardés mentaux, finalement.